Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. On va commencer par ça, avec cette charte qui a beaucoup été partagée, notamment par pas mal de Bitcoin Maxi, qui est un cycle plus long, porté par la macro, parce que c'est ce qu'on entend, hein. Les deux thèses, c'est soit le cycle de 4 ans et encore bon, soit maintenant c'est la macro qui dicte tout et du coup il faudra suivre ça. Et là, très clairement, c'est ce qu'on va voir. Donc là, on va se focaliser sur le cycle du business. La liquidité, on va en parler aussi un peu moins, même si on sait que c'est lié. Et du coup, lui, ce qu'il voit, regardez, en fait, c'est la première... ça, c'est une vidéo qui a pas mal circulé. Je sais plus sur quel compte, mais il y a 2 minutes 26. Ça peut être intéressant de regarder, mais j'ai tout screenshoté. Donc là, on va regarder tous les screenshots de cet extrait. Et sachez qu'il y a pas mal de thèses du cycle plus long qui viennent de ça, en fait, qui viennent de ces éléments-là. Liquidité, coupe de taux, macro, et aussi cycle du BCN, donc cycle du business cycle, le cycle des entreprises. Alors on va aller voir après l'ISM, c'est l'indice manufacturier qui regarde beaucoup, et très clairement, on voit que Bitcoin est corrélé avec le cycle du business, hein. Donc, on l'avait vu, quand les entreprises vont bien, que les gens font du cash, que l'économie se porte bien, donc les gens se tournent vers les actifs à risque, donc c'est aussi corrélé à tout le reste. Les dernières news, lesquelles sont-elles? Bitcoin qui a atteint les 121 000 $. On a pas mal de données on-chain qui nous dit finalement qu'on a un ralentissement des ventes par les short-term holders, c'est-à-dire les détenteurs à court terme qui commençaient à capituler, à vendre à perte dès qu'on était en dessous des 109, parce que leur prix moyen d'achat, c'était vers les 109 000. Je vous avais montré ça ces dernières semaines. Donc eux, ils ont fini doucement par capituler. Certains ont capitulé, vendu à perte. Là, vu que ça repart, ils sont plutôt contents. On a les détenteurs à long terme aussi, eux, vous allez voir qu'on diminué leur pression vendeuse. Et là, on a un petit indicateur assez intéressant qui nous dit que lorsqu'on approche de cette ligne rouge-là, c'est que le marché a pas mal dégonflé et que ça peut être des signes de bottom, en tout cas une création de bottom. Bon, est-ce que le Bitcoin va partir tout de monde direct 130, 140 000 $? Est-ce qu'il va encore un petit peu consolider, on va dire une semaine ou deux? Bon, en tout cas, ça nous dit que ça pourrait, ça sent bon, ou le bottom est fait, ou alors il va retracer encore un peu pour refaire un bottom. Sinon, si on parlait des tendances, alors je sais pas si c'est la tendance, en tout cas, mais c'est des estimations. Alors faut-il forcément les croire? Je vous en parle aussi dans ma vidéo de demain. Pas forcément. Peut-être leur intérêt, c'est aussi de nous rendre bullish et de nous dire que ça va continuer de monter. Mais voilà les estimations de différentes institutions, fonds d'investissement, etc. L'évaluation la plus basse pour le prix de BTC en 2026, c'est 60 000 $. Et puis la plus haute, c'est 500 000. Et on va dire en moyenne, on serait par là. Et dans ce cas-là, ce serait un peu plus de 150 000, 160 000, plus ou moins. Donc pour eux, il n'y a pas de bear market l'année prochaine, en gros. Alors faut-il les croire? Je sais pas. C'est aussi leur intérêt, ils ont aussi des clients, il faut convaincre les clients que le prix va monter, donc investissez et tout ça, et puis nous on touche des frais, bien souvent c'est ça aussi, hein. Après, s'ils font que des prévisions de merde, leurs clients, ils vont se dire est-ce que je dois investir chez eux, quoi. Donc bon, je sais pas dans quel sens il faut regarder tout ça. JP Morgan, vous savez, c'est la banque qui change d'avis en permanence, et il voit le Bitcoin taper les 165 000 $. Moi, je pense, à titre personnel, JP Morgan, je pense qu'il sous-estime la cible. Moi, je pense qu'on va les taper les 200 000 $ avant la fin de l'année, et ils attendent l'arrivée des retail qui n'est toujours pas là. J'ai l'impression, de toute façon, même si on fait des ATH, que ça part dans la folie, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retail dans ce cycle. On est peut-être dans un milieu d'initiés, un milieu compliqué, qui n'est pas ouvert à tout le monde, je pense.
il nous dit au final que la France vraiment se dirige vers le chaos, que la banque, que plutôt les finances françaises ne sont pas bonnes, que les investisseurs étrangers sont en train de se détourner de la dette française pour aller plutôt vers de la dette allemande et ça pose problème, et qu'en fait, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix et la France finira par quitter l'euro, la France finira par revenir au franc, que c'est un peu aussi quelque chose, enfin, qu'il va y avoir une vague au sein de l'Union européenne de faillite ou plutôt de problématiques, surtout avec la Banque centrale européenne qui va aussi, pour essayer de limiter la casse, imprimer des milliers de milliards de dollars. Donc il est en train de parler d'un scénario catastrophe. On va passer aussi par une notion de contrôle sur le capital. Il parle aussi d'investisseurs qui vont pas pouvoir sortir leur argent de la France, voilà, vraiment de choses assez catastrophiques qui pourront arriver et qui font que les gens vont se détourner des actions françaises et un certain nombre de produits. D'ailleurs, il recommande de sortir le plus tôt possible du système bancaire en France. Et que tout ça, bien sûr, ça a un impact positif pour le Bitcoin, parce que les gens vont aller vers des actifs tels que le Bitcoin qui vont prendre de la valeur, l'or, le Bitcoin, etc. Donc c'est un essai qui est très positif pour le BTC, très critique sur la France. Après, moi, j'ai un avis aussi sur le sujet. Oui, c'est possible, de toute façon, qu'il y ait une faillite du système. Là, on parle de la France, mais moi, je pense au monde entier. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans les cryptos, en tout cas pour moi. C'est que je me dis, oui, le système actuel, pour moi, ne fonctionne pas ou ne va pas fonctionner sur la durée. Et du coup, il est très important d'être exposé aux crypto-monnaies, en fait. Parce que sinon, vous risquez du jour au lendemain d'être potentiellement impacté par des décisions gouvernementales qui pourraient arriver. Et on parle également du Royaume-Uni parce que ils ont fait la plus grosse saisie de crypto de l'histoire. On parle de 61 000 bitcoins, donc près de 6,7 milliards. Et le pays aurait décidé de conserver cette réserve au lieu de la vendre comme l'avait fait, rappelle-toi, l'Allemagne. Il l'avait vendue à perte. Je crois que c'était aux alentours des 40 000, 50 000 dollars. Tu me diras en commentaire. Ah oui, je l'ai noté. Souviens-toi, 2024, ils avaient fait un panic dump, plus de 50 000 BTC en plein marché haussier. Donc ils avaient injecté des milliards sur le marché au pire moment possible. Donc résultat des comptes, ils avaient fait une vente qui était massive, qui avait freiné justement la hausse qu'on avait connue à cette époque-là. Et ils avaient une réserve nationale qui s'était envolée comme ça en quelques minutes. Et donc le Royaume-Uni semble avoir retenu la leçon, en tout cas avoir regardé ce qui s'était fait auparavant, ou en tout cas ce qui s'était mal fait auparavant, et rentre justement dans le club fermé des plus gros États détenteurs de BTC. Et quand les gouvernements commencent justement à comprendre qu'il ne faut pas brader, qu'il faut holder, donc détenir, posséder, conserver, justement, tu sais que le jeu est en train de changer. Hyperscale Data du NICE américain booste sa trésorerie en Bitcoin à 24,2 millions de dollars. La société sécurise ses avoirs actuels et prépare déjà ses futurs achats. Le plus gros marché des options au monde, Chicago Mercantile Exchange, qui va lancer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des crypto-futurs. Donc il y a déjà des crypto-futurs, mais il faut savoir que dans le monde feutré de la finance, aujourd'hui, les gens, grosso modo, ils travaillent de 9h à 17h. Donc en tous les cas, c'est les plages de cotation. Ils ne travaillent pas le week-end, ils ne travaillent pas la nuit. Le problème que ça a apporté, je dirais, les cryptos, c'est que ça fait bosser le monde de la finance la nuit et le week-end maintenant. Parce que forcément, si vous avez tout qui tourne de 24 sur 7, faut assurer le support, faut assurer l'assistance, faut assurer pas mal de choses. Je dirais que les cryptos a apporté ça, quoi. Le côté 7 jours sur 7, et ça s'intensifie. Ça, c'est énorme. Ça fait plaisir. BBVA, c'est une très très grosse banque espagnole, européenne, mais c'est une banque qui rayonne même beaucoup en Amérique du Sud. Si vous allez en Amérique du Sud, BBVA, c'est très très connu. C'est une très très grosse banque, et franchement, ça donne envie de s'ouvrir un compte chez eux. C'est la première banque d'Europe qui va proposer du trading 24 sur 24, 7 jours sur 7. En plus, ils sont compliant avec MiCA et tout ça. Et pour l'instant, on va pouvoir acheter du Bitcoin et de l'Ethereum grâce à BBVA en direct. Donc ça peut être une autre solution. Mais c'est le futur. Et je pense que les banques avaient des positions à prendre très très tôt. Les banques US sont en train de les prendre 10 ans après.
Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des banques européennes qui prennent le train quand même, malgré la dynamique de la communauté européenne. Bravo à BBVA, c'est vraiment, ça donne envie. Aster représente l'approche pragmatique. Multichaîne pour l'accessibilité, backing institutionnel pour la stabilité, innovation orientée utilisateur réel, pont vers la finance traditionnelle. C'est la vision adoption mainstream où la technologie s'adapte aux besoins des utilisateurs. Les deux philosophies peuvent coexister. Le marché crypto est assez vaste, mais elles se battent pour les mêmes traders, les mêmes volumes, les mêmes revenus. Et le marché global grandit assez vite pour potentiellement porter plusieurs écosystèmes pour l'instant. La question stratégique devient: quelle approche capturera le plus de valeur quand le trading perpétuel décentralisé deviendra mainstream auprès des institutions traditionnelles? Maintenant, examinons froidement les risques parce que tout investissement intelligent nécessite une évaluation complète des dangers potentiels. Premier risque majeur, la concentration extrême des tokens. 88% de la supply totale est détenue par seulement 4 portefeuilles. Concrètement, cela signifie qu'un petit groupe peut potentiellement manipuler le prix, créer des DOM soudains ou influencer disproportionnellement la gouvernance future. Aster justifie ces concentrations par les multi-sig techniques, les allocations équipes avec vesting et les réserves écosystèmes. Mais le risque de centralisation demeure réel. Deuxième défi critique, la dilution massive. 183 millions de tokens sont libérés automatiquement chaque mois pendant 80 mois. À la valorisation actuelle, c'est environ 11% de la market cap injectée mensuellement sur le marché. Cette pression vendeuse énorme ne peut être compensée que par une croissance parfaite des revenus et de l'adoption. Historiquement, très peu de projets DeFi survivent à des schémas de dilution aussi agressifs. Troisième risque classique, l'épreuve post-incentives. Aster distribue actuellement 320 millions de dollars pour attirer des utilisateurs, mais une fois cette manne épuisée, combien d'utilisateurs resteront quand il faudra payer des frais sans recevoir de tokens gratuits? C'est là que se révélera la rétention utilisateur réelle. Enfin, les risques réglementaires. L'association avec CZ et Binance pourrait attirer une attention indésirable, surtout avec le levier 1001 fois, que la plupart des juridictions considèrent comme du gambling plutôt que de l'investissement. Et la troisième question, si ma plateforme ferme, et là justement, on revient sur la propriété de ces cryptos en soi, qu'est-ce qu'elles deviennent et où est-ce que je peux les retrouver? Peut-on les retrouver d'ailleurs? Là, en fait, il y a deux cas de figure. Ouais. Si je laisse mes cryptos sur une plateforme qui est centralisée, donc c'est-à-dire un exchange, que ce soit Binance, Kraken, peu importe finalement, eh bien, comme je ne suis pas propriétaire de mes fameuses clés privées dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, malheureusement, je vais subir la perte de mes cryptos. Alors, est-ce que je pourrais les récupérer un jour? Oui. Je tiens quand même à signaler que historiquement, on a déjà vu des plateformes fermer du jour au lendemain. On peut faire confiance à des plateformes, mais la réalité, c'est que MTGOX a fermé en 2014, que FTX a fermé en 2022, que chez nous en Belgique, Bit4You a fermé en 2023, et c'est de l'argent qui s'est quand même volatilisé au moment de la fermeture. Donc, attention, c'est ça la réalité aujourd'hui, de laisser son argent sur un centralized exchange, même si certains récupèrent maintenant certaines sommes. La réalité, c'est que sur un CEX, donc un centralized exchange, je ne suis pas propriétaire. Fermeture, hack, peu importe en fait la raison, je perds la totalité de mes fonds. Par contre, sur un decentralized exchange, c'est-à-dire un DEX, là, je reste propriétaire du début à la fin. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais venir connecter mon wallet à un DEX, par exemple Uniswap, en fait, il en existe plusieurs, mais je reste propriétaire de mes actifs. Donc, même s'il y a un souci avec le DEX, en soi, c'est pas un problème puisque mes actifs sont chez moi. Souvent, ça va être un hot wallet type MetaMask, par exemple, qu'on va venir connecter, mais on pourrait très bien aussi connecter un Ledger. Donc, l'idée, c'est de se dire, dans un cas, je perds la totalité de mes fonds, et dans l'autre cas, je reste propriétaire du début à la fin. Mais il me semble que la question était pour Binance, et dans ce cas-là, malheureusement, c'est la perte des fonds qui sera activée. Donc, on revient dans le range, on va chercher pile l'équilibrium à 117 500 $. Derrière, on vient retester le support. On confirme le support en clôture. Et là, on envoie une bougie haussière qui remet la tendance haussière en hebdomadaire. Donc, honnêtement, il y a de grandes probabilités qu'on aille rechercher la borne haute du range aujourd'hui, au-dessus de 120 000 $. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va casser cette zone haute ou est-ce qu'on va renvoyer à la baisse, parce qu'on peut rester dans un range assez longtemps et que finalement, les tendances dans les ranges sont à prendre avec des pincettes. Mais j'ai quand même de bonnes raisons de croire que dans cette période de fin d'année 2025 on attendait depuis longtemps, puisque c'est d'un point de vue saisonnalité en général une période qui est favorable à la fois dans l'année, à la fois dans le cycle, pour une progression significative des actifs risqués et notamment des cryptos. Donc, je suis assez chaud depuis la réaction qu'on a eue là dès l'entame du mois d'octobre. J'attendais personnellement cette période depuis longtemps
pied ferme. Donc ouais, je pense qu'on est en train de voir le début d'un rallye se développer. Maintenant, hyper important, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, il faut regarder les ETF. Est-ce que les ETF vont soutenir cette hausse ou pas? Si on arrive à la TH et qu'il y a quasiment plus d'inflow, c'est pas bon du tout. Alors, les inflows peuvent arriver après si jamais on casse la TH et vraiment que les investisseurs reviennent. Mais si par exemple, là, on continue de monter au cours des 2-3 prochains jours, alors ce week-end, malheureusement, on ne pourra pas savoir au niveau des ETF parce que les ETF sont fermés le week-end. Mais si jamais, par exemple, au cours de la semaine prochaine, on continue de monter quelques jours pour aller chercher la TH, mais que les inflows sont décroissants, ça c'est pas bon. Il faut des inflows croissants parce que si tu vas chercher un ATH, tu vas chercher des stops au-dessus de la TH, mais que les inflows sont pas là, ça indique qu'il n'y a pas trop de demande en fait et c'est probablement un mouvement qui est fait pour liquider les gens sur produits dérivés. Parce qu'actuellement, les gens continuent de shorter ce mouvement. Alors on voit sur Bybit, les fundings sont encore négatifs. On peut voir sur Hyperliquid, encore hier, les fundings étaient sous la neutralité, voire négatifs à certains moments. Les gens sont en train de short, donc leurs stops sont où? Au-dessus de la TH. Si le marché va chercher au-dessus de la TH pour bouffer leur stop, mais que derrière, il n'y a pas vraiment d'acheteurs, là, il y aura un reversal. Donc ça, c'est des choses qu'on observera également. En ce qui concerne l'Ethereum, vous pouvez constater qu'il a également connu une belle et forte tendance à la hausse. On a été rejeté à partir des 4360. Alors, cette chandelle actuelle essaye de franchir ce niveau, et ensuite vous avez la prochaine résistance importante qui sera 4449, et ensuite, eh bien, forcément, la prochaine résistance majeure, ce sera le précédent sommet ici, donc 4851. Donc, on garde un œil attentif sur l'Ethereum également. Donc, la tendance est bonne, la dynamique est bonne. Vous pouvez voir ici très clairement qu'on a des sommets ainsi que des creux de plus en plus élevés. La dynamique est donc de nouveau à la hausse. Donc, on va surveiller ceci de très près, bien entendu. L'IA, tout ça, c'est forcément intéressant de voir ce qui se passe. Et justement, autour de l'IA de Grok, enfin d'Elon Musk, alors il a déclaré des trucs, c'est peut-être à prendre avec précaution. Il a dit « Je m'attends à ce que Grok découvre de nouvelles lois de la physique d'ici l'année prochaine ». Il veut vraiment insister sur ce point. C'est peut-être aussi pour donner de la valeur à Grok, enfin à XAI aussi, hein, ce discours. Sur les questions académiques, Grok est 4 fois meilleur qu'un docteur en chaque matière, sans exception. Je m'attends à ce que Grok découvre littéralement des technologies nouvelles et réellement utiles d'ici l'an prochain, voire avant la fin de cette année. Bon, faut peut-être pas pousser. Voilà, découvrir de nouvelles lois de la physique l'année prochaine ou d'ici 2 ans. Ce serait à coup sûr d'ici 2 ans. Alors, je sais pas, d'ici 2 ans, d'ici la fin de l'année prochaine. Mais une chose qui est sûre, c'est que les capacités de l'IA vont augmenter. Et donc, même si c'est pas demain, même si c'est pas l'année prochaine, à un moment, ça risque de se produire, en fait. Les IA qui vont découvrir de nouvelles lois de la physique, faire des avancées incroyables. Je vous en parlais déjà il y a peut-être 2 semaines, je crois, maintenant, voire 3 semaines. Mais on peut à la fois basculer dans une utopie, créer un paradis, si les bonnes personnes sont aux commandes derrière aussi, ou créer une dystopie. Au-delà de l'impact dans des secteurs spécifiques, est-ce que tu crois que dans la finance, l'IA, quand on parle de l'utilisation de l'IA dans la finance, est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'on voit déjà des choses? Parce que peut-être qu'on n'est pas au courant, mais je sais pas, il y a des fonds qui sont trouvés par l'IA ou qui sont gérés activement par l'IA, je sais pas. Ça existe en effet, donc que ça soit chez nous ou d'autres fournisseurs, il y a en effet des ETF qui se concentrent sur l'IA. Dans notre cas, on utilise l'IA pour trouver l'IA, c'est-à-dire à travers l'IA de trouver quelles sont les boîtes qui ont les patentes sur les thèmes qui sont liés à l'IA. C'est extrêmement intéressant. C'est un produit qui fonctionne très bien. Maintenant, l'IA, en général, il y a des banques qui sont plus avancées que d'autres. Il y a des banques beaucoup plus axées sur la technologie que d'autres. Et là, on voit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, on voit des différences énormes. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'infrastructure, l'IT, des banques, que ce soit au niveau du dépositaire, que ce soit au niveau de l'interface du home banking, que ce soit au niveau de l'interface de l'application, on en a parlé avant. Il y a des différences de qualité, il y a des différences d'avancement qui sont énormes entre les différents acteurs. Et c'est quelque chose qui va devoir être adressé au plus vite, je pense, dans le secteur financier. Et c'est quelque chose que, voilà,
que ce soit aux États-Unis, que ce soit les grandes banques américaines ou les grandes banques pan-européennes, c'est un thème omniprésent. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.